Je tiens à donner quelques explications à ceux qui me suivaient sur Impératif Français et leur annoncer que cette organisation n'hébergera plus mes vidéos. Depuis plus de 3 ans, je publiais mensuellement des vidéos sur le thème du français, de la francophonie, de la sociolinguistique et de l'impérialisme linguistique. J'étais hébergé sur le site québécois d'une association qui se nomme Impératif Français. Cette association a son siège à Gatineau, une ville au nord d'Ottawa, sur la rive nord de la rivière des Outaouais, et qui regroupe les anciennes communes de Hull, Elmer et d'autres. Je connais Impératif Français depuis au moins 25 ans et son ancien président, Jean-Paul Perrault, a publié au fil des années tous les textes et articles que je lui faisais parvenir. Il y a quelques années, un des cadres de l'Union populaire républicaine, et qui avait acheté mon dernier livre, m'a suggéré de produire des vidéos sur les thèmes que j'ai décrits précédemment. À l'origine, ces vidéos devaient être hébergées sur le site d'UPR TV, qui héberge aussi toutes les vidéos des analyses de François Asselineau, qui a créé l'UPR en 2007. Je comptais donc bénéficier de la grande fréquentation du site de l'UPR, mais finalement, à cause de l'interférence de l'administrateur du site, la première vidéo que je proposais ne fut jamais publiée. Je me suis retourné vers Jean-Paul Perrault à ce moment-là, qui accepta immédiatement d'héberger mon programme de vidéos. Il y a quelques mois, Jean-Paul Perrault prit sa retraite et une nouvelle directrice salariée fut engagée par Impératif Français. Dès le départ, j'ai constaté des retards dans la publication des vidéos que je lui faisais parvenir. Finalement, elle refusa de publier ma vidéo numéro 43 que je lui ai envoyée le 5 mai dernier. La raison qu'elle me donna était que les membres de l'Assemblée générale refusaient que le site évoque une quelconque question politique. Or, il est évident que la langue est une question éminemment politique. J'ai également appris qu'Impératif Français est subventionné par le gouvernement provincial du Québec. Il est donc plus que probable que la nouvelle directrice d'Impératif Français ne soit pas libre de ses lignes éditoriales. En fait, mes vidéos débordent largement de la langue française, puisque j'y aborde le problème de la souveraineté québécoise, dont dépend bien sûr le maintien de l'usage du français au Canada. J'ai abordé également dans mes vidéos le problème des persécutions linguistiques en Ukraine et ailleurs, sujet qui est actuellement mis soigneusement de côté par les médias de grande diffusion. Je n'ai donc pas été très étonné quand j'ai appris qu'Impératif Français n'hébergerait plus mes vidéos. Tout médium de réinformation recevant des deniers publics n'est pas libre de ses choix éditoriaux. Pour être libre, il ne doit compter que sur sa clientèle. Malheureusement, l'ancien président fondateur d'Impératif Français ne décide plus de rien et n'a plus aucun poids au sein de cette organisation. Régis Ravat, de l'association Francophonie Avenir, a accepté dorénavant d'héberger mes vidéos. Pierre-Yves Rougeron, du Cercle Aristote, a fait de même, mais il apparaît que les sujets que je traite ont peu de rapport avec les activités du Cercle Aristote. Francophonie Avenir représente donc pour moi le meilleur choix et mes vidéos, je l'espère, contribueront à dynamiser le site de la FRAV. J'ai signalé à la directrice d'Impératif Français, que mes vidéos seraient désormais hébergées par Francophonie Avenir en lui demandant de le signaler aux internautes fréquentant son site. En vain, elle n'a même pas daigné me répondre. Enfin, voici ma vidéo numéro 43 intitulée « Les perles de l'actualité et la fabrique du crétin » qui fut enregistrée le 4 mai 2025. Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 43 le 4 mai 2025 et Impératif Français la mettra en ligne dans quelques jours. En ce qui concerne l'actualité, j'aimerais faire une remarque préliminaire. Il semblerait, et j'espère que je ne me trompe pas, il semblerait, disais-je, qu'il existe une prise de conscience de plus en plus vive des mots affectant la langue française et surtout de leurs conséquences actuelles et potentielles sur les sociétés qui l'utilisent dans les domaines culturels, scientifiques et économiques.
Comme je l'ai maintes fois répété, ce qui se passe pour le français n'est nullement unique et, globalement, c'est toutes les langues du continent européen qui sont menacées ainsi que leurs extensions sur le reste de la planète. Cependant, même s'il y a une prise de conscience incontestable, l'inertie inhérente aux systèmes sociaux nous montre que l'action pour combattre ces maux et redresser la situation ne s'est pas encore concrétisée. En d'autres termes, la situation s'empire en espérant qu'elle s'améliore dans un avenir à moyen terme. Je commence aujourd'hui par le Québec avec un article de Régent Bergeron qui désespère du vote québécois majoritaire en faveur du Parti libéral qui a abouti à l'élection de Marc Carney comme nouveau Premier ministre au niveau fédéral. Ce dernier parle français, mais contrairement à beaucoup d'autres hommes d'État canadiens, son accent le place clairement dans le camp anglophone. Il coche toutes les cases de l'homme d'État formaté par les mondialistes et adhère sans réserve aux billevesées diffusées par l'État profond. Son passage par l'Université d'Alberta, suivi par Harvard et Oxford, semble indiquer qu'il partage pleinement l'opinion de la majorité du Canada anglophone à propos du Québec francophone. La devise inscrite sur les plaques minéralogiques québécoises, « Je me souviens », semble ainsi une affirmation bien creuse par rapport à un Québec qui semble au contraire ne se souvenir de rien, à l'exception du fait qu'il parle français. La souveraineté pleine et entière du Québec semble encore bien lointaine. La deuxième nouvelle est une déclaration d'un ancien député de la Rada ukrainienne, c'est-à-dire du Parlement ukrainien, qui déclare qu'il faut appliquer des châtiments corporels aux petits Ukrainiens qui s'obstinent à parler russe. La bonne vieille fessée et les coups de bâton. On ne connaît guère de pays dans lesquels les enfants qui s'expriment dans la langue de leurs parents et de leur ethnie sont châtiés de la sorte. Il est curieux que les médias occidentaux anti-russes, mais droits de l'homiste, restent muets à ce sujet. La troisième nouvelle concerne à nouveau le Québec, la loi 96, qui vise à renforcer la charte de la langue française dans la province, s'est retrouvée au cœur des discussions de campagne après avoir été critiquée par les États-Unis. Un rapport du gouvernement américain mentionne que cette loi québécoise sur l'affichage représente une barrière au commerce pour les entreprises américaines qui doivent s'adapter à un resserrement des normes d'étiquetage en français. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a remis en question la capacité du chef libéral, Marc Carney, de défendre la langue française dans une éventuelle négociation commerciale avec les États-Unis. Marc Carney a indiqué que la défense de la loi 96 était un engagement personnel, je cite. Toutefois, il a mentionné avoir un malaise avec tout recours à la disposition de dérogation par Québec afin d'empêcher une contestation judiciaire. Le gouvernement libéral pourrait intervenir si ce dossier se retrouvait en Cour suprême. Les conservateurs et les néo-démocrates ont aussi exprimé leurs doutes quant à la position libérale sur la question. Le chef du nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, très francophile, a soutenu que la langue française, je cite, ne va jamais être sur la table des négociations, alors que le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que les États-Unis n'avaient, je cite, pas le droit de dicter les lois linguistiques de la province de Québec. La situation française contraste violemment avec celle du Québec où le gouvernement provincial annonce ne faire aucun compromis concernant cette loi 96. À la grande époque, qui va de, disons, 1958 à 1974, l'État français et la société civile, en l'occurrence les associations de défense et de promotion de la langue française, étaient en harmonie, en synergie, voire en symbiose, pour promouvoir ses fondamentaux ainsi que la politique culturelle extérieure de la France. Or, aujourd'hui, ces associations se battent seules, hors État, dans les plus grandes difficultés.
Celle-ci et l'omerta de la presse à leur sujet sont telles que les actuels candidats à la présidentielle semblent renoncer à se préparer à faire de ces fondamentaux d'importants thèmes de leur campagne, car le sabotage organisé de la langue française, en France même, a atteint un degré très dangereux d'efficacité. Or, il se trouve que beaucoup de certitudes anciennes s'affaiblissent. Même le puissant empire perd de son emprise sur les esprits. L'actuel découplage trumpien entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe contribue en effet à renforcer la prise de conscience et le besoin d'action pour le nécessaire sursaut français dans tous les domaines. Dans le combat essentiel pour les fondamentaux linguistiques et culturels de la France, il n'y a plus besoin de ménager nos soi-disant amis états-uniens et anglo-saxons. Eux font tout pour imposer l'anglo-américain, en substitut parfois, d'abord et surtout en Europe, dans les pays francophones et en France, dont la langue et la culture restent les principales rivales des leurs, obstacle à leur hégémonie. America and English first. À l'heure où l'argent de l'USAID se tarit ainsi que le financement états-unien des grands médias étrangers, dont l'omerta était achetée, on peut s'attendre à une correction de trajectoire, mais cela prend du temps. Écoutons Thierry Messant à propos des intentions de Donald Trump de liquider l'empire états-unien pour se recentrer sur les problèmes internes des États-Unis qui deviennent de plus en plus pressants. Il fait des grandes déclarations, mais il va beaucoup plus loin. Il a détruit tout ce qui fait l'impérialisme des États-Unis. Et ça, c'est une avancée considérable dans l'histoire. Et il fait ce que Mikhail Gorbatchev a fait en Union soviétique. Premier grand chantier, et c'est pas des moindres. Et il est évident qu'on devrait faire exactement la même chose, évidemment, en Europe et en France. C'est décoloniser, dites-vous, l'empire américain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, d'abord, quand on a un impérialisme, la colonisation, ça n'est pas simplement écraser les gens que l'on conquiert, mais c'est aussi se mettre soi-même dans une attitude où on est tout aussi colonisé qu'eux. En fait, c'est une manière de penser, la colonisation. C'est pas uniquement le fait d'écraser certains. Bon. Et lui, il avait essayé dans son premier mandat de mettre fin aux avantages qui étaient reconnus à la CIA et aux armées. Donc, quand il est arrivé, là, cette fois-ci, il s'y prend différemment. Au lieu de les affronter directement, il leur a coupé les fonds dont ils disposaient. Oui. Et il a commencé à licencier des hordes invraisemblables de gens qui travaillaient pour eux. Donc, vous savez que actuellement, il y a 200 000 employés fédéraux qui ont été licenciés. Bon, personne ne fait ça, quoi. Ah non, ça. Et sur ces 200 000 employés fédéraux, il y en a plus de la moitié qui travaillaient pour l'impérialisme. La quatrième nouvelle est la découverte du dernier livre de Jérôme Fourquet, intitulé « Métamorphose française, état de la France en infographie et en images ». Une grande partie de ce livre est consacrée à l'américanisation et l'anglicisation de la France. Je voudrais ici vous faire écouter des parties d'un entretien qu'il a eu à la radio peu après la publication de son livre. Juste avant la demi, mais pour l'heure, Jérôme Fourquet, ouvrons ce grand livre richement illustré, c'est ça qui m'a beaucoup plu, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images. Si on doit résumer, Jérôme, c'est quoi le symbole le plus probant pour vous de cette américanisation de la France ? Peut-être que la France est le deuxième marché mondial pour McDonald's. Après les États-Unis, je pense que c'est un symptôme assez fort. On a parlé aussi de l'américanisation de nos mœurs politiques, et on voit aussi comment, dans les années 90, jusqu'à 12% des nouveau-nés recevaient un prénom
anglo-saxon. C'est allé jusqu'à dénommer l'actuel leader de la droite nationale française. Il s'appelle Jordan Bardella. Vous voyez que ça, c'est une conséquence de l'américanisation pour vous? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'est le boom de ces prénoms anglo-saxons, c'est la fin des années 80, le début des années 90, la grande période des séries télévisées. Et en bon français, blockbusters qui déferlaient. Quand on a regardé le pourcentage de films qui font plus d'1 million d'entrées en salle chaque année et par nationalité, et on s'aperçoit que c'est à partir du milieu des années 80 que systématiquement 50% de ces films à plus d'1 million d'entrées seront anglo-saxons ici en France. Et donc ça a imprégné nos rétines et nos imaginaires. Et ce qui est intéressant, c'est que là où il y a une vraie spécificité française sur cette porosité à la culture américaine, vous parliez du McDo, vous dites que le McDo c'est le deuxième marché, c'est en France. Par exemple, l'Italie, il y a pas de McDo, il y a très peu de McDo en Italie, en tout cas c'est un marché très secondaire pour... Oui, tout à fait. Et donc la France, pays de la gastronomie, alors on se tire la bourre avec les États-Unis, avec l'Italie. Et l'Italie a su conserver une cuisine régionale, familiale, beaucoup plus que chez nous. Donc chez nous, on a beaucoup misé sur la haute cuisine, la grande gastronomie, nos chefs étoilés s'exportent, mais sur l'alimentation du quotidien, c'est l'américanisation qui a prospéré. Et, symptôme ultime, aujourd'hui, même dans les brasseries françaises, les bistrots français, il y a le burger qui est à la carte, sinon c'est pas une belle brasserie. Et Halloween, c'est un exemple, je pense à ça parce que là, on a vu Halloween tout le week-end, les fêtes, etc., les costumes. C'est un exemple de cette américanisation? Alors, tout à fait. On a, d'après les sondages, à peu près 35 à 40% de la population qui fête Halloween. C'est plus fort dans les générations les plus jeunes, celles qui ont des enfants en âge d'aller taper à la porte du voisin pour récupérer les bonbons. On voit comment tout ça aussi s'est considérablement transformé. Alors, toute la société suit, il y a une dimension commerciale, les grandes enseignes ont fait de la promo d'Halloween. Le loto, la Française des Jeux, il y a eu le tirage, spécial tirage d'Halloween. Bientôt on va fêter Thanksgiving, quoi. Alors, donnez-nous 5 ans. Vous croyez pas si bien dire. On va bientôt connaître un nouvel épisode du fameux Black Friday, les grosses promotions. Et vous savez que le Black Friday, il a un sens aux États-Unis. Je crois que c'est le premier jeudi ou le premier vendredi d'après Thanksgiving. Et donc nous on fait le Black Friday, mais on ne fait pas encore Thanksgiving. Donc si on veut vraiment s'aligner, il va falloir qu'on commémore Thanksgiving pour faire le Black Friday. On l'a dit, vous consacrez tout un chapitre à l'américanisation de la France, qui nous intéresse aujourd'hui à la veille de l'élection américaine. Vous parlez d'une couche culturelle yankee qui recouvrirait notre pays. Oui, alors on a parlé du cinéma, on a évoqué les pratiques alimentaires. Regardons aussi, en bon français, l'influence du soft power américain. Quand on regarde Disney, le Euro Disney, vous avez 75% des moins de 35 ans en France qui sont déjà allés une fois dans leur vie chez Disney. Donc on pourrait dire quasiment, pour être bon français aujourd'hui, il faut avoir fait le pèlerinage chez Mickey une fois dans sa vie. Et ce qui me fascine, c'est que l'imaginaire américain était capable de proposer à chaque segment de la population française sa propre déclinaison du rêve américain. Je caricature et je vais très vite. Si on prend la clientèle des grands centres urbains, diplômés CSP+, le rêve américain, c'est la Silicon Valley, la Startup Nation, les Starbucks Coffee. Si on va un peu plus loin du centre des grandes métropoles en banlieue, on a tout l'univers du rap. Si on va encore un peu plus loin dans la France périphérique, on va y revenir peut-être, on a la France des clips de Johnny Hallyday qui est sur la 66, les grands espaces, les clubs de dance country, les Buffalo Grill, et puis summum, si je puis dire, l'île de l'archipel français qui normalement sur le papier devrait être la plus anti-américaine, la gauche radicale française. Aujourd'hui, tout son logiciel idéologique provient des campus américains. Le Black Lives Matter, la cancel culture, le wokisme, les luttes intersectionnelles. Donc c'est plus à Moscou, c'est plus au Vietnam, c'est plus à Cuba, c'est plus en Chine. Donc en fait, l'ensemble de la société française a son propre rêve et son propre référentiel américain, sans forcément qu'on en ait conscience tous les jours. Et surtout, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une uniformisation de cette américanisation de la société. Il n'y a pas d'enclave dans le territoire qui serait restée franco-française. On est tous américanisés. Alors, quand vous regardez, on l'a fait dans ce livre, la carte d'implantation, par exemple, des McDonald's, il y en a 1600 en France, et vous voyez que tous les territoires sont concernés. On voit quand même, on parlait tout à l'heure d'Halloween, que alors c'est plutôt dans la France des petites villes et des villages que c'est pratiqué, mais
cette pratique s'est considérablement développée. Je parlais tout à l'heure des clubs de dance country. On en voit un petit peu partout, également en France. Et vous voyez également se développer tout cet univers Far West avec des festivals qui sont dédiés à cela. On pourrait parler aussi du tatouage, hein, alors qui a des racines plus diverses, mais qui renvoie aussi pour une part à l'américanisation. Une recherche sur le thème de l'américanisation et de l'anglicisation de la France m'a permis de découvrir une pléthore de documents illustrant ce phénomène. Nous avons maintenant des manifestations en France qui arborent des panneaux d'affichage rédigés en anglais. Mais ici, il est loisible de penser que la directive d'arborer des panneaux en anglais soit cette fois-ci financée par des concurrents de LVMH dont le cours s'est récemment effondré en bourse suite à la campagne de dénigrement déclenchée par la Chine contre les industries de luxe occidentales. Mais rassurons-nous, voici un exemple de deux documents dont les auteurs se posent la même question à propos de l'Italie et de l'Allemagne. L'Italie évite des droits de douane en échange d'un abandon total de souveraineté vis-à-vis des États-Unis. Quant à l'Allemagne, elle est déclarée par les Russes comme étant de facto une colonie américaine. La cinquième nouvelle est assez croquignole. Il s'agit d'un article qui est paru dans le journal anglais le Telegraph à propos de la société qui se nomme la Française des Jeux, ou FDJ. Cette dernière s'est récemment affublée d'un nouveau nom, FDJ United. Cette fois-ci, c'est donc un article du Telegraph qui se moque ouvertement des Français en affirmant qu'il s'agit là de l'invasion anglophone la plus grotesque et idiote que subit la France et que les Français, cette fois-ci, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Alors que le capital de FDJ United est détenu à 72% par le gouvernement français, on peut difficilement s'en prendre aux anglo-saxons pour cette décision de les singer dans le cadre d'une entité strictement franco-française. Les Français recueillent ainsi les lazzi et les colibés tout à fait mérités des Anglais qui n'en attendaient pas moins pour se moquer d'eux. La thèse du complexe d'infériorité est avancée. Pourquoi tous ces Français, qui sont censés être si arrogants et sûrs de leur culture et de leur histoire, passent-ils leur temps à angliciser leur vocabulaire ? Bien sûr, il s'agit du profond mépris éprouvé par les Anglais vis-à-vis des dirigeants français qui, bien évidemment, sont à la manœuvre. Le président Macron ne se rend absolument pas compte que, même si les anglo-saxons demeurent polis avec lui, en coulisses, il est considéré comme un collabo et est profondément méprisé par les élites étrangères, comme tous les collabos dont on se sert avant d'en avoir épuisé l'utilité. La sixième nouvelle peut être considérée comme une première. Jean-Luc Mélenchon, le chef du parti politique français qui se nomme La France Insoumise, s'est rendu au Québec et y a prononcé le 16 avril dernier une partie de son discours en anglais devant une audience québécoise francophone, en précisant qu'il voulait également être entendu et compris de l'autre côté de la frontière canado-américaine. Il a déclaré, et on peut le croire sans problème, que c'était la première fois qu'il parlait en anglais en public, car cette fraction de son élocution en anglais était particulièrement lamentable, bourrée de fautes de prononciation et gâtée par un accent déplorable. Rassurez-vous, monsieur Mélenchon, les services de renseignement américains vous auraient parfaitement compris quand bien même vous auriez utilisé votre langue si toutefois vous représentiez véritablement la population française et surtout si vous faisiez partie du club des vrais décideurs français, ce qui n'est pas encore le cas. Few weeks ago, you received the French president, but he forgot something that matters to
all us French people. It is the independence of Canada. It's the freedom of the Quebec people. You say that Canada should become a state of the USA. All of Canada's leaders told you they refuse this. Autre nouvelle qui mérite d'être mentionnée, une conférence tenue à New York du groupe de Bakou, des indépendantistes vivant dans les territoires ultramarins français et néerlandais. Le groupe d'initiative de Bakou est une organisation qui a été créée le 6 juillet 2023 à Bakou, lors de la réunion ministérielle du bureau de coordination du mouvement des non-alignés à Bakou. Le rôle de l'Azerbaïdjan dans la formation de ce groupe n'est pas très clair, mais il est probable qu'il existe une relation entre le soutien officiel de la France à l'Arménie, ennemie de l'Azerbaïdjan, qui rétorque de manière asymétrique en tentant de déstabiliser les positions de la France dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud. Bref, tout ce qui renforce la mondialité de la France et du français. La Russie joue également le même jeu suite à la position des autorités françaises vis-à-vis du conflit ukrainien. Bien entendu, on passe sous silence le coût du maintien des territoires ultramarins qui, à l'instar de l'ancien empire colonial, ne rapportent guère plus que des bananes, du café et autres fruits tropicaux qui seraient d'ailleurs moins chers si on les achetait ailleurs. Le nickel néo-calédonien semble être une exception. Il faut lire à ce titre les ouvrages de Jacques Marseille et de Bernard Lugan. Bien entendu, le groupe de Bakou ne dénonce pas le fait que les États-Unis sont eux-mêmes une ancienne colonie dont les colons ne sont jamais partis, pas plus que les Espagnols et les Portugais ne sont partis d'Amérique latine. Le fait que ces anciennes colonies soient indépendantes de l'Angleterre et de l'Espagne ne supprime pas le fait que leurs greffes sociales et linguistiques dans le Nouveau Monde sont depuis longtemps implantées de manière irréversible, à l'inverse de ce qui s'est passé en Asie orientale, qui a toujours expulsé les colons non asiatiques après des périodes d'occupation de durée variable. La France n'a pas d'ennemis militaires, mais elle a des ennemis politiques, économiques et culturels, ses chers alliés. Grâce au libre-échange et à l'Union européenne qui l'a imposé, ces chers alliés ont infligé à la France et à la plupart des pays d'Europe une défaite plus grave que celle de 1940, car progressive, sournoise et incomprise de la plupart des gens qui ne participaient pas directement à la production. Le niveau des connaissances pratiques, techniques, théoriques, scientifiques et même artistiques et culturelles s'est effondré. Cela est pleinement confirmé par Jean-François Geneste, qui est PDG de la société Warpa. En 2008, il a été nommé directeur scientifique du groupe EADS, poste qu'il a occupé pendant 10 ans. Après cela, il est devenu professeur d'innovation à l'Institut des sciences et de technologie Skolkovod à Moscou, un établissement opérant sous licence du MIT. À propos de la volonté d'en découdre avec la Russie exprimée par la France, l'Angleterre et l'Allemagne suite à l'opération militaire spéciale russe, il écrivit dans un forum électronique récent l'appréciation suivante à propos des capacités occidentales potentielles d'engager un conflit armé avec la Russie. Je cite: « Nos jeunes, avec le corps enseignant, sont complètement dépassés en matière de science pour concevoir quoi que ce soit de réellement dangereux pour un soi-disant ennemi qui domine clairement l'Occident dans tous ces domaines. Je veux parler bien sûr de la Russie et de la Chine, sans parler des contraintes occidentales de profitabilité et de prise de risque pour ce genre de choses. » On va me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec la langue ? Yannick Sauveur l'explique dans son ouvrage intitulé « L'américanisation de la société française ». Jean-Jacques Crèvecoeur, un Belge qui est conférencier et formateur en développement personnel, nous fournit une ébauche de réponse. Écoutons-le.
Rockefeller ont décidé de crétiniser les jeunes générations. Je fais partie de la dernière génération qui a bénéficié d'un enseignement complet et véritablement formateur, où j'ai appris à réfléchir, à penser par moi-même, j'ai appris l'esprit critique, et je me suis interrogé de pourquoi j'assistais de façon systématique à une dégradation et à une baisse du niveau d'exigence au niveau de l'enseignement dans tous les pays occidentaux. Jusqu'à ce que je tombe sur un projet de la Fondation Rockefeller, qui est le projet de Common Core, qu'on pourrait traduire par le tronc commun. Et je me suis rendu compte qu'il y a une véritable volonté de crétiniser les jeunes générations. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais à partir du moment où on n'offre plus aux élèves la capacité de réfléchir, une richesse de vocabulaire qui lui permet de penser, et lorsque les examens se réduisent à des choix multiples, c'est-à-dire où les élèves ne sont plus obligés d'élaborer des phrases complètes pour avancer un argument, pour répondre à une question, eh bien c'est là qu'on prépare le lit du totalitarisme sans aucune résistance, parce que des gens qui ne sont plus capables de penser, des gens à qui on a retiré le vocabulaire et la maîtrise de la langue, ne seront plus capables de résister à n'importe quel régime totalitaire. Bien sûr, il est considéré comme un dangereux complotiste et conspirationniste, mais il est loin d'être le seul. Un jour, jeune professeur en collège, j'étais en train d'expliquer le mot volubile. Et comme aucun élève ne notait la définition, j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu que ce n'était pas la peine, parce que ce mot, madame, on ne l'emploiera jamais. C'est de la langue de riche. D'accord, ai-je dit, mais cette richesse est à tout le monde. Il ne tient qu'à vous de la posséder, et même de la faire fructifier. Plus vous gardez la langue en vie, la langue vivante, plus vous le serez vous-même. Quand on a les mots, la violence s'éloigne. L'ennemi, tu lui mets les points sur les i plutôt que ton poing dans la figure. On a ri, parce qu'on peut jouer aussi avec les mots. Je repense souvent à eux, à la nécessité de préserver le langage, ce privilège humain et son trésor d'humanité. Bien sûr, il y a les écrivains. La langue est leur maison. Aucune machine, aussi intelligente soit-elle, ne remplacera cet entretien infini qu'est la littérature. Vous pouvez bien demander à ChatGPT de vous écrire une lettre d'amour, jamais il ne vous aimera. Mais il n'y a pas que les écrivains. Nous sommes collectivement responsables de la vitalité du langage, de sa précision, de sa justesse. Toutes les dictatures, on le sait, commencent par détruire le pouvoir de vérité de la langue. Non, affirmer ses convictions ne mérite pas la prison. Non, l'agressé n'est pas l'agresseur, et il ne fait pas beau quand il pleut. Céder sur les mots, c'est risquer de céder sur les choses. Qu'y a-t-il après la post-vérité, sinon la barbarie ? Nous n'avons pas de terre rare plus précieuse que la langue. Alors, tenons parole. En plus de la déstructuration de notre langue, nous nous voyons imposer une pensée qui n'est pas la nôtre, comme l'affirme le linguiste Claude Agege. J'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente le livre de Claude Janvier et de Jean-Louis Isambert intitulé « L'abandon français ». Et je voudrais ici vous faire écouter un passage d'un entretien radiophonique avec ces deux auteurs qui décrit bien l'effort de destruction entrepris actuellement contre la langue française en France même. Ça s'est fait insidieusement en réalité, ça se fait au quotidien. Je vous donne un exemple concret. Il n'y a pas si longtemps, je me promenais à Rouen et qu'est-ce que je vois dans un abri de bus ? Je vois une affiche vantant les mérites du Ricard. Donc c'était en gros Ricard, je ne fais pas de publicité pour Ricard, mais bon voilà, c'est utile de mentionner cette page de pub. Donc on voit deux personnes avec des verres, avec du Ricard, des cruches, etc., etc. Et la légende, Born à Marseille. Donc, un mot anglais et la suite en français. Ouais, alors, ils auraient pu mettre né à Marseille. Non, ils ont mis Born à Marseille. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on peut voir au quotidien depuis les années 60. Là, il y a pas si longtemps, j'étais à Paris dans le métro parisien. C'est pareil, je suis témoin d'une affiche, mais les grandes affiches du métro, C'est-à-dire, il y avait un canard avec des lèvres botoxées et c'était marqué « Ta dog face ». Et ça vantait des produits de maquillage. J'ai dit, même, alors, je me mets à la place d'un adolescent aujourd'hui qui commence à
à essayer d'apprendre correctement le français et tout. Avec ce mélange d'anglais et de français, la question se pose, est-ce que réellement un jeune d'aujourd'hui va correctement parler le français ou l'apprendre? Oui. On est vraiment soumis à un bombardement pour détruire cette langue française au profit d'un espèce de, on l'a appelé un espèce de globish, mon ami Jean-Loup et moi. Et ça, c'est très pervers. Et d'ailleurs, les cadres supérieurs dans toutes les grandes entreprises du CAC 40 sont obligés d'écrire leur rapport en anglais. Il est hors de question d'écrire un rapport en français. Donc, ça montre bien qu'il y a une destruction voulue de la langue française et par là même de tous les pays francophones, puisque en fait, il fallait détruire ce qu'est la France et le rayonnement de la francophonie à travers le monde au profit des anglo-saxons, puisque c'est la suprématie anglo-saxonne qui doit, d'après eux, dominer le monde. C'est vraiment ça. Hein. C'est d'autant plus surprenant que finalement, on voit aujourd'hui l'Angleterre a quitté l'Union européenne, mais on continue de nous imposer des normes en anglais, vous l'avez rappelé, et puis on peut aller jusqu'aux cartes d'identité avec des notations en anglais. Donc ça, comment justifier, alors que le seul pays véritablement anglophone de l'Europe a quitté l'Union européenne, pour être plus précise, qu'on soit toujours soumis à cette imposition anglaise. On voit bien donc que ça vient d'autre part. Ça permet au moins de voir les choses plus clairement. On a retrouvé Jean-Louis Imbert. Jean-Louis Imbert, toujours sur cette destruction progressive, on parlait de la langue française. Est-ce que vous avez d'autres exemples? J'ai été coupé. Oui. Alors on vous récupère, allez-y. Oui, pour vous dire, Clément, c'est où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez par exemple, nous donnons des exemples dans le livre, mais vous avez au sein de grandes entreprises des gens qui se battent pour pouvoir parler français en France dans l'entreprise. C'est par exemple le combat que mène Jean-Louis Cuisinez, qui est un cuisinier depuis de nombreuses années, qui est un militant syndical de la CFTC et qui a monté avec d'autres militants de la CGT et d'autres organisations syndicales une intersyndicale pour que les salariés et les travailleurs des entreprises françaises parlent français au sein des entreprises qui sont en France. C'est pour vous dire la pression qui est mise par les directions de certaines grandes entreprises, principalement par les grands groupes, et par aussi des cadres dirigeants. Parce que pour eux, comme vous le disiez fort justement, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, mais c'est l'anglais qui est la langue qui domine sur l'Europe occidentale le monde de la grande finance, qui continue de faire référence. On voit du reste au sein de l'Union européenne, du Parlement européen, mais aussi d'autres institutions de l'Union européenne, toutes les attaques qui sont faites pour écarter le français, pour qu'il n'y ait plus de traduction en français, de manière à ce que vous ayez aujourd'hui les documents de l'Union européenne qui ne sont accessibles qu'en langue anglaise. Des députés qui en viennent des eurodéputés qui en viennent à s'excuser quand ils interviennent en français, par exemple. Oui, donc c'est vraiment ça, c'est l'abandon de la culture, c'est l'abandon de ce qui faisait le rayonnement de la France à l'étranger. Et les Anglo-Saxons, les États-Unis l'ont bien compris. Ce qu'il fallait, c'était attaquer la langue française. À partir du moment où le peuple adopte petit à petit, dans le temps, au fil des décennies, le parler franglais, le parler anglais, mais vous faites référence dans la vie de tous les jours à des termes anglais et vous vivez avec les normes de ce pays qui vous sont imposées. C'est ce qu'avaient fait du reste les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont débaptisé toutes les rues qui étaient en français, les places, les monuments, toutes les indications étaient en allemand. Là, nous sommes passés après 1945, alors ça se fait de manière différente, nous sommes passés de l'aigle du Reich allemand à celui de l'US Imperium. Karim Duval, que j'ai déjà cité dans des vidéos précédentes, applique les nouveaux principes aux nouveau-nés sur le plan humoristique, mais son discours ressemble à s'y méprendre aux slogans publicitaires diffusés actuellement en France. On est de plus en plus près de la réalité. Voici un échantillon de 2 minutes d'une de ses dernières vidéos. Bonjour, je m'appelle Amaury Nadal, je suis start-upper et auteur du livre « Élever son enfant en mode start-up ».
J'ai écrit ce livre pour tous les parents qui veulent être heureux, c'est-à-dire faire des enfants optimaux et compétitifs dans la vie. Dès son plus jeune âge, l'enfant doit aller chercher la croissance. La croissance à 2 chiffres, la croissance m'écoule. Je pense qu'il faut voir l'enfant à minima comme une entreprise et de préférence comme une start-up. Clairement, je suis plus Amazon que Jiffy. Le parallèle start-up enfant est évident. L'enfant va avoir tendance à utiliser un jargon pas toujours accessible à l'individu moyen. Au début, on dort très peu, on dépense beaucoup d'argent sans rien gagner en retour. Et puis, on va être sur des success rates de 3 à 5% maximum. Très peu d'enfants réussissent, du moins au sens où il faut l'entendre, c'est-à-dire être là, pas là, au top. Être une licorne, créer de l'attraction en mode never give up, être successful même dans l'échec, etc. Je suis le papa d'un petit garçon de 3 ans, il s'appelle Dilbou, c'est un prénom frais, innovant, avec un petit côté marketplace, et qui lui permet d'avoir son propre logo. Quand tu t'appelles Gaspard, c'est plus compliqué d'avoir ton propre logo. Dilbou a le sien. Je me souviens à la première échographie, quand on a vu l'embryon, tout de suite j'ai dit à ma femme, on tient notre MVP, un minimum valuable product. J'étais tellement ému, j'ai même pas pensé à demander la due date au gynécologue, c'est vous dire. Devenir parent, c'est le projet de 2 associés prêts à apporter une idée disruptive. Il y a un changement de paradigme et ça, avec ma femme, on en était conscient dès le départ, au moment de monter Dilbou. On l'a pas conçu comme ça par sérendipité, contrairement à d'autres. Dilbou, on l'a voulu, on a fait un business plan et on a bouclé une première levée de fonds pour le matériel et les couches. Un enfant normalement constitué doit répondre à 3 critères. Il doit fitter à la vie, ça on a décidé de l'outsourcer à l'école et au centre aéré pour rester focus sur notre identité, notre ADN. Un enfant doit être scalable, c'est-à-dire capable d'absorber la charge de travail, de connaissances quand le rythme s'accélère à l'école. D'ailleurs, ce recul, cette gigantesque régression linguistique est la preuve, s'il en fallait une, d'une fantastique régression anthropologique dont j'ai déjà parlé et qui est délibérément provoquée par des carences et une dégradation voulue dans la formation des jeunes. Le remplacement de la raison par l'émotivité, l'abrutissement des esprits, la disparition de la culture politique chez les jeunes adultes, tout cela empêche de raisonner. Développer un raisonnement en plus de phrases est impossible à la télévision. La parole est aussitôt coupée, tenter d'argumenter expose à l'insulte. On est à l'instant traité de facho. Les gouvernements récents des pays d'Europe ont détruit les finances, la diplomatie, les constitutions, employé la police comme milice, truqué les élections, imposé la covidinguerie, promu la guerre. Le pays est plus menacé de disparaître qu'il ne le fut jamais. Moins grave, à très court terme qu'en 1942, la situation est beaucoup plus grave à moyen et long terme, et d'autant plus grave que les classes dominantes, ainsi que la part la plus aisée des classes moyennes et la plupart des gens instruits, donc dociles et suivistes, ont pris résolument le parti de l'étranger comme contre le peuple et le parti de la déculturation contre la civilisation. La tiers-mondisation s'accélère, tous les gens exerçant quelques pouvoirs politiques, culturels, universitaires, financiers, commerciaux, s'acharnent à détruire le meilleur moyen de maintenir la cohésion sociale et de garder une influence dans le monde, c'est-à-dire l'usage d'une langue commune qui, du XIIIe au milieu du XXe siècle, fut avec le latin la principale langue de communication entre pays d'Europe et qui reste parlée sur tous les continents. Ne nous faisons pas d'illusions, les chances de survie de la France sont très minces. Un sursaut national résolu serait nécessaire, mais presque tous les moyens de communication et d'information sont aux mains de ceux qui veulent la détruire. Tous les moyens financiers sont aux mains de ceux qui veulent fragmenter les pays d'Europe en provinces appauvries et déculturées d'une fédération autoritaire, de ceux qui ont tenté d'éclater la fédération de Russie en 20 États vassaux, de ceux qui ont réussi à faire massacrer le peuple d'Ukraine, de ceux qui ont ravagé le Proche-Orient depuis un demi-siècle. Ces considérations sont amplement renforcées par la lecture de La fabrique du crétin, le livre de Jean-Paul Brigelli qui se focalise sur l'évolution de l'école. Pour Brigelli, quiconque dirige la langue dirige le peuple. Un tyran de Sicile avait projeté d'interdire le mot démocratie, pensant que si on interdisait l'expression de la chose elle-même pourrait bien disparaître.
Le système actuel se contenterait d'une langue réduite à 800 mots, comme le Basic English que l'Angleterre apprenait à ses serviteurs indigènes du temps de l'Empire. Même souci, même punition. Il s'agit aujourd'hui de former les manœuvres de l'Europe future et 800 mots sont bien suffisants pour obéir et aussi se taire. L'orthographe a été fixée au XIXe siècle parce qu'elle avait été ressentie comme un outil de promotion sociale, après que la Révolution et l'Empire eurent fait miroiter au peuple l'espérance d'une telle promotion. Un apprenti boucher, Murat en l'occurrence, pouvait bien finir maréchal d'Empire, et c'était tant mieux. On veut l'annihiler aujourd'hui parce que, justement, il n'est plus question de favoriser un quelconque mouvement sur l'échelle des rangs de fortune. Prolétaire tu es né, prolétaire tu resteras, et si possible deviendras, car nous n'avons pas besoin de toi au sommet. Culture d'héritiers frileux qui ne cherchent qu'à se préserver et endogamie des classes privilégiées jusqu'à l'obscène. L'orthographe, appelée ici O-R-T-O-G-R-A-F, est la graphie des futurs ilotes, esclaves enchaînés à jamais par leur manque de compréhension et donc de compétences, dont l'acquisition est habilement inhibée par les nouvelles formules d'enseignement primaire et secondaire, qui sont bien évidemment les plus importants, car ils sont à la base de tous les autres. Cela conviendra à une société qui, ostensiblement, traite le problème du chômage en proposant la création d'emplois de gens de maison, de livreurs de pizza, de garçons de café. Brigelli a fait carrière dans l'éducation nationale. Il sait de quoi il parle quand il souligne la pauvreté absolue de la langue pratiquée par tous les damnés du système. Les jeunes se serrent autour d'un langage schtroumpf, comme Homo erectus pelotonné dans son abri sous roche. Il est le plus petit commun dénominateur des morts de faim de la culture. Les quelques mots du groupe sont mots à tout faire, puisqu'on leur prévoit un emploi à tout faire et à ne rien dire. Brigelli souligne que les inventions verbales, dans ce contexte d'appauvrissement général, ne témoignent nullement de la vigueur de la langue, mais de son extinction. Le mot branché, donc, est l'argot d'une secte, d'une clique, d'un clan. Il n'enrichit pas la langue, il entérine l'exclusion des jeunes qui n'ont plus les mots pour organiser ne serait-ce qu'un embryon de pensée. Qui nous fait parler comme ça ? La régression du vocabulaire et de la grammaire ne saurait être considérée comme un phénomène d'évolution naturelle dans l'acception généralement donnée à ce mot. Sa résultante, la régression de la langue, va en effet en sens inverse de la notion même de progrès de l'espèce humaine. Quant à sa forme supérieure, la perversion des mots, elle est l'acte antinaturel par excellence. Le triomphe du franglais en est une caricature et le français régresse, non pas au profit d'une autre langue structurée, qui serait l'anglais ou l'américain, mais devant un sabir dont la structure nous fait reculer de plusieurs millénaires dans l'évolution de l'intelligence, et qui ronge d'ailleurs tout autant l'anglais. Rappelons qu'à l'origine, le sabir était un charabia purement utilitaire, mélange de français, d'arabe, d'espagnol et d'italien, utilisé par les marins de langues maternelles différentes pour communiquer entre eux dans les ports de la Méditerranée. Ce n'était pas une langue, mais plutôt ce que les méchants racistes appelaient autrefois « petit nègre ». Ce langage était uniquement destiné à la transmission de données rudimentaires à usage alimentaire et immédiat. Or, et il faut y insister, le franglais actuel présente les mêmes caractéristiques et s'il envahit notre langue, il a d'abord été une dénaturation régressive de l'anglo-américain. Ce qui est sans précédent, répétons-le, c'est que la forme régressive prend le pas sur la forme structurée. L'histoire présente d'innombrables exemples de dialectes déplacés par des langues plus structurées, presque toujours support de civilisation supérieure. Or, l'invasion du franglais et du Basic English est exactement l'inverse. Il faut dès maintenant tordre le cou à un mensonge qui est complaisamment véhiculé.
celui que toute langue qui n'intègre pas de mots nouveaux est une langue morte ou qui le sera dans un avenir proche. Cette assertion a falsifié le constat de la linguistique. Le sabir franglais n'est pas en effet du français ni de l'anglais, enrichi du vocabulaire de l'idéologie dominante, mais une simple bouillie de langage qui corrode et dissout les langues d'origine, celles des cultures d'où est issue cette idéologie. Ce n'est donc pas une langue, et l'affirmation en partie vraie que les langues vivantes s'enrichissent en assimilant des vocables extérieurs ne peut donc pas lui être appliquée. Une autre affirmation, mais qui est cette fois-ci un mensonge délibéré, répété à l'envi par les médias et les soi-disant spécialistes de la langue, est que le langage est le résultat exclusif de l'usage. Or, les langues qui sont le support de cultures développées, celles qui ont donné naissance à des sciences et des techniques avancées, ont toutes été normées. Les normes ont été indispensables pour assurer des communications dépourvues d'ambiguïté au sein de sociétés dont l'essor a été assuré par la division du travail et la spécialisation technique. Il est évident qu'une société avancée ne peut subsister si elle tolère la régression du langage qu'elle utilise. Nous ne le voyons pas à court terme du fait de la grande inertie temporelle inhérente aux systèmes sociaux, mais la régression du langage précède bien évidemment la régression de leur savoir, de leur savoir-faire, de leurs valeurs qu'ils ne peuvent plus communiquer et, par voie de conséquence, de leur structure. La rectitude orthographique, grammaticale et syntaxique n'est pas un but en soi, mais elle est la preuve qu'un énoncé oral a été correctement interprété dans le cas d'une dictée ou d'une prise de notes, ou que l'auteur d'un texte écrit a correctement articulé les diverses étapes de sa pensée pour se faire comprendre. Il faut comprendre que tous les correcteurs orthographiques disponibles sur les divers systèmes de traitement de texte et que tous les programmes d'interprétation de la parole et de dictée vocale ne pourront jamais pallier les éventuelles carences de ceux qui écrivent, mais seulement leur prêter assistance dans l'application de règles déjà assimilées. Lorsqu'on lit les rapports rendus incompréhensibles par le fait que les élèves ingénieurs qui les ont rédigés ne maîtrisent plus leur langue, on ne peut s'empêcher de penser que les sciences et les techniques occidentales, dont l'essor a été rendu possible en partie par la normalisation des langues dès le XVe siècle, sont sur la voie d'un inéluctable déclin. On peut déjà s'en rendre compte par l'acceptation assez générale d'une conception dévoyée de la science qui est assimilée de plus en plus à une activité exclusivement lucrative. Quant à l'outil de production, il est de plus en plus souvent délocalisé dans les pays dits en voie de développement. Bientôt, ce sera au tour des activités de recherche d'être délocalisées massivement, puisque les Indiens des Indes orientales, par exemple, sont aussi productifs que nous en recherche appliquée au moins. Brigelli associe le point d'origine du phénomène de dégradation linguistique aux événements de mai 68 en France. Selon lui, les accords de Grenelle furent très peur à la droite. Il fallait absolument prévenir désormais les insurrections à l'ancienne, sur le modèle de 1936, qui désorganisèrent toujours durablement les affaires. Nos élites ont compris qu'il était de toute première urgence de fabriquer les personnels acculturels dont le marché avait besoin. Dans ces dernières années, et pour la première fois depuis 3 décennies, la demande de travailleurs non qualifiés a notablement augmenté en France et dans le reste du monde occidental. Il faut ajouter à cela le poids psychologique des CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée qui ont tendance à se généraliser. Les facilités faites aux entreprises pour licencier ou délocaliser, et nous obtenons ce que nous avons aujourd'hui, une classe ouvrière parfaitement dépourvue de tout moyen de s'insurger. Brigelli remarque le décervelage concocté par des médias qui pataugent entre médiocres et minables. Plus personne ne peut même envisager de manifester sa mauvaise humeur. 30 ans de réformes habiles ont répudié l'intelligence.
parce que l'intelligence est moins l'adaptation que la contestation. Plus rien ne permet à l'élève de lui imposer un savoir. L'esclave habilement fabriqué jouit de son ignorance et s'insurge même contre les fauteurs de troubles, tous ceux qui voudraient encore lui apprendre à sortir de sa torpeur. Les élèves sont constamment stimulés à se disperser dans l'éphémère, un divertissement qui ne les divertit même pas. Et c'est ainsi que de classes vertes en découverte d'entreprises, de forums d'orientation, en recherche sur Internet, d'ateliers de macramé en musée de Selgem, l'élève s'étiole et se délite dans la futilité, le copier-coller, le bavardage et les faux-semblants. Brigelli affirme que tout ce qui compte pour le pédagogue institutionnel est qu'au final, l'apprenant n'ait rien appris, puisque tel est l'objectif même, profondément réactionnaire sous ses oripeaux modernistes. Les élèves, victimes du système, déjà fatigués d'être avant d'avoir été, neurones avachis et informes, sans appétence ni compétence, et que l'école entretient dans le marasme en refusant de leur donner matière à réfléchir. Laissés aux portes de la pensée, les élèves, trahis par l'institution, sans désir ni révolte, seront les braves petits soldats du libéralisme triomphant et de la social-démocratie molle, pain béni pour les confédérations patronales et les partis qui les soutiennent, à droite comme à gauche. Brigelli remarque que l'on n'a jamais autant parlé de formation professionnalisante, alors que le chômage et le sous-emploi n'ont jamais atteint des niveaux aussi élevés. Les croyants des filières professionnelles ignorent, parce que leur formation généraliste a été fort négligée, que les animaux ultra spécialisés ont disparu dès que les conditions de vie ont changé. Et elles changent tout le temps. S'il a survécu, c'est que l'homme est la bête la plus polyvalente qui soit. L'homme a un cerveau et les moyens de transmettre une culture, et ce qui nous rend forts n'est pas le surentraînement d'un réflexe précis, comme demandent les jeux vidéo. C'est notre capacité de réflexion, de comparaison, de déduction et d'adaptation. En France, entre 1950 et 1970, ceux qui terminaient le lycée avaient, avec un diplôme en poche, arrivaient de tous les horizons sociaux, puisque tous ceux qui intégraient les lycées bénéficiaient peu ou prou de la même culture généraliste. À partir de 3 spécialisations durant la dernière année de lycée, c'est-à-dire mathématiques élémentaires, sciences expérimentales et philosophie, la grande spécialisation ne s'ébauchait vraiment qu'en dernière année de lycée. Nous sommes des passeurs et les produits d'une culture et l'on voudrait nous en priver. L'élite actuelle n'est composée que d'héritiers. Le système, clos sur lui-même, incite à l'endogamie d'une classe dirigeante plus cadenassée encore sur ses prérogatives et ses privilèges que l'aristocratie du XVIIIe siècle. Une petite minorité s'auto-perpétue en regardant de loin une grande masse taillable et corvéable à merci, les futurs titulaires d'une licence de chômeur. Les prétendues élites se dégagent d'elles-mêmes dans des lieux spécialisés, non par mérite mais par descendance. Plus exactement, elles se clonent. Jamais l'échelle sociale, qui était la base de notre démocratie, n'a été si peu parcourue. La carte scolaire, habilement utilisée, a fait de la génétique une science exacte. Les alphas, pour reprendre la terminologie de Huxley, engendrent les alphas d'élite, et les epsilon des ouvriers non qualifiés et des bonnes à tout faire. Un enfant de cadre supérieur ne saurait être qu'un esprit supérieur. On a permis ainsi aux élites du pouvoir et à celles des grandes institutions de la République de perdurer à l'intérieur de lignées dont la destinée n'est plus remise en question, comme c'est le cas avec de nombreuses familles royales actuelles, et dont la descendance n'est désormais célèbre que pour son incompétence et les scandales qu'elle déclenche. La République, en anéantissant l'école de la République, est redevenue une oligarchie figée. Un enfant d'ouvrier a autant de chances d'accéder aux grandes écoles qu'un noir de Harlem de devenir Michael Jordan. La probabilité existe, mais elle est très faible.
le gouvernement français, lui, préfère braquer le projecteur sur un programme de discrimination positive pour forcer les grandes écoles à admettre davantage des jeunes issus de l'immigration au mépris des principes d'égalité, à condition qu'ils aient un nom maghrébin ou africain, bien sûr. Le plus ridicule se trouvait sans doute aux États-Unis où, jusqu'au deuxième mandat de Trump, un hispanique pouvait bénéficier des programmes de discrimination positive à condition qu'il soit d'Amérique latine et qu'il soit préférablement métis, indien ou noir. D'après la loi états-unienne, un Espagnol, même immigrant, n'est jamais considéré comme un hispanique et ne peut bénéficier d'aucun traitement de faveur. Toujours selon Brigelli, il faut à l'économie de marché une masse énorme de travailleurs déqualifiés pour survivre, car ils devront non seulement accepter des conditions de travail régressives, mais aussi assurer le rôle de consommateurs qui continueront à acheter avec de l'argent qu'ils n'ont pas, grâce au crédit, des objets dont ils n'ont pas besoin, ce qui aura pour avantage de les enchaîner un peu plus au système, comme c'est le cas pour les États-Unis moyens, devenus débiteurs à vie depuis une quarantaine d'années. Le savoir est désormais interdit de séjour. Formés au métier d'aujourd'hui, les élèves se retrouvent, gros gens comme devant, face au métier de demain. Et demain, c'est chaque jour, en ces temps d'accélération technico-commerciale, d'obsolescence programmée et de nouveautés en grande partie factices. Pour se ressaisir, comprendre ce qu'ils ont à faire, encore faudrait-il que les techniciens aient une base référentielle. Ils en sont dépourvus. Aujourd'hui, l'ouvrier ne sait plus ce qu'il est. Il était autrefois membre d'une communauté, avec une forte culture industrielle, avec une histoire, faite de luttes, de succès et de replis. Coupé de sa propre histoire, le peuple n'est plus qu'une masse sans identité, un objet entre les mains de ses maîtres. Quelque part, au cours des années 70, a sans doute germé l'idée qu'un peuple amnésique ne se révolterait plus. Il faut pas mal de calories pour réussir une révolution. Il faut du savoir pour oser une protestation. Eh bien, on y est. L'école a formé un troupeau aveugle. Pour Brigelli, la vraie violence, elle est là. Voilà, une fois de plus, j'ai insisté sur le lien entre langue et ce qu'elle permet de réaliser. Et malgré la diversité des points de vue, la démonstration est faite et maintes fois confirmée. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Signalez-la aux organisations souverainistes québécoises. Abonnez-vous à la chaîne. Apposez un pouce levé à la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux et pensez à faire un don à Impératif Français dont le but est de redonner aux Québécois et à la francophonie internationale la place qu'elle doit reconquérir. Bonne fin de journée à tous.